Bonjour, nous sommes le 27 août 2018. Je me présente, je suis Jérôme Marceau. D'abord, je vous prie de m'excuser pour la qualité de la vidéo qui n'est pas forcément très bonne. Je fais ça avec les moyens du bord, un petit peu improvisé. Et je suis également obligé de suivre un petit peu le document que j'ai écrit, donc c'est pour ça que parfois je baisse les yeux. Donc, j'ai préparé effectivement un document que je voudrais partager avec vous. Ça fait déjà plus d'un an que j'y travaille. Je sens qu'il est tout à fait incomplet. En aucun cas il est exhaustif. Par contre, en même temps, je pense qu'il est largement temps de le partager parce que les événements vont très vite et qu'il risque s'il faut que je sois à jour avec les événements, je n'y arriverai jamais. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est ce qu'on appelle communément le nouvel ordre mondial. Un nouvel ordre mondial, un sujet qui est très largement débattu sur Internet. On voit de tout. On parle de l'antéchrist, on parle de ceci, de cela. Bon. J'aimerais essayer de vous proposer une synthèse un petit peu de tout, non pas de tout ce qui existe sur Internet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt, qui sont fausses, mais une perspective peut-être plus globale de synthétiser un petit peu tout ce qui est important à mon avis à retenir. Donc à ce stade, je voudrais préciser que je n'appartiens à aucune organisation, aucun culte, aucune église, aucun mouvement ou parti. Donc c'est purement personnel ce que je vais partager avec vous. Ça n'implique que moi et aucune autre personne n'est concernée par ce que je vous partagerai avec vous ici. Il se peut, pour pas que ça soit trop long, que ça se fasse en plusieurs parties. Autrement, ça risquerait de durer trop longtemps. Donc je vais voir un petit peu comment ça se présente. J'ai aucune idée de savoir combien d'épisodes il y aura. Il y en aura au moins 2 ou 3, j'assume. Donc voilà, c'est un petit peu pour l'introduction. Alors moi, ce qui me frappe, c'est que quand je parle avec des gens, je vois qu'il y a beaucoup de confusion. C'est-à-dire que l'on voit des événements isolés, qui semblent isolés, dans l'actualité, dans toutes sortes, dans nos vies quotidiennes, et ça nous déconcerte, ça nous déstabilise, ça nous fait peur parfois, ça nous inquiète certainement, mais on a du mal à voir le lien entre ces événements. Et moi, j'aimerais vous présenter qu'il y a en fait un lien. Tout ça n'est pas par hasard. Même l'événement le plus anodin, qui semblerait le plus simple, le plus bête, a son importance et est lié à tout un contexte global et tout un plan global. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, à ceux qui ne croient en aucun dieu, aux anarchistes, etc., etc. La seule condition, je pense, c'est d'être un petit peu curieux, de se poser des questions par rapport à ce qui se passe dans nos vies quotidiennes, et surtout à être ouvert à ce que je vous présenterai. Après, chacun se fera son opinion, chacun décidera par lui-même, forcément. Néanmoins, je pense qu'il faut se remettre en cause beaucoup de choses, soi-même, nos convictions, nos croyances. Il faut savoir se remettre en cause parce que les événements risquent de ne pas nous épargner. Nous sommes tous concernés. Ça, c'est un autre point important. Nous sommes tous concernés par ce qui se passe. Qui que nous soyons, quelle que soit notre situation économique, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons français ou pas, que nous soyons, quelle que soit notre position, nous sommes tous concernés. Ça serait une grave erreur de s'imaginer qu'on peut échapper à ce qui va se passer et que de toute façon, moi, ça ne me concerne pas. J'ai des réserves, ou j'ai un point de repli quelque part, ou j'ai ceci, j'ai cela. Tout ça, ça ne me concerne pas. C'est tout à fait faux, je voudrais bien vous le dire.
Nous sommes tous concernés. Le temps que nous vivons va certainement nous causer de remettre en cause beaucoup de nos idées reçues. Et forcément, ça, quand on se sent chamboulé, ça crée un sentiment d'inconfort, ça nous déstabilise, ça nous inquiète. L'insécurité, ça nous donne un sentiment de malaise et on ne sait pas très bien où se tourner, vers qui se tourner, vers quoi se tourner. Ce n'est pas par hasard que la France est l'un des plus gros consommateurs de médicaments au monde, du moins en Europe, le premier en Europe, je pense. Et donc ça se manifeste par toutes sortes de choses. Les frustrations peuvent se manifester par toutes sortes de choses, notamment par la violence, par l'alcool, les drogues, et toutes sortes de phénomènes sociaux comme ça, que l'on peut encore voir également se manifester sans comprendre peut-être leurs origines. Donc j'aimerais un petit peu aborder ce genre de sujet avec vous. Mon but, ce n'est pas de choquer, ce n'est pas d'offenser qui que ce soit. Mais il va pourtant falloir que je fasse certaines affirmations. Parce que je pense qu'on peut le faire. Après, c'est à vous d'accepter ou pas. Alors pour commencer en douceur, je vais faire la première affirmation. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et ce qui se passera demain n'est pas le fruit du hasard. C'est la première affirmation. Ce n'est pas le fruit d'une évolution sociale incontrôlable, incontrôlée, le fruit de mécanismes économiques vagues que personne ne maîtrise, et que notre société s'est engagée dans une course dans laquelle on ne connaît pas l'issue, et dans laquelle tous les éléments, parce qu'en fin de compte, nous échappent, et nous sommes incapables de savoir ce qui se passe. Au contraire, j'aimerais pouvoir vous présenter, vous démontrer que tout cela est planifié et contrôlé et qu'il y a un résultat qui est attendu. La deuxième affirmation que je vais faire, c'est qu'on ne peut pas vraiment comprendre quel est ce résultat, quel est l'outcome, comme on dit en anglais, de tout cela, quel est le but de tout cela, si on ne se réfère pas à une vision biblique de l'histoire et de l'homme. Alors je pense que déjà là, certains d'entre vous vont vouloir mettre le doigt sur le bouton pause, mais j'aimerais quand même que vous preniez un peu le temps d'écouter ce que j'ai à dire et d'être patient et d'aller jusqu'au bout. Et après, vous pourrez décider ce que vous voulez faire. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis qu'il n'y a qu'une perspective biblique qui nous permet de comprendre tout ça? C'est parce que ma conviction profonde, c'est que la Bible est le seul système, si on peut appeler ça comme ça, cohérent. Du premier livre jusqu'au dernier, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a une cohérence de l'ensemble de ces livres, de ces histoires. Ce n'est pas décousu comme ça peut paraître à certains. Il y a une cohérence dans la présentation de l'histoire de l'homme, dans son origine et sa finalité. Et c'est très logique et très rationnel. Pour moi, il n'y a rien là-dedans de philosophique, où il n'y a rien d'hypothétique. Tout ça, c'est très, je dirais presque terre à terre. Alors il y a des éléments un peu plus compliqués peut-être, ou un peu plus spirituels, mais en fin de compte, c'est très simple, très pratique, très logique et très rationnel. C'est les deux mots que je voudrais retenir, c'est la logique et le côté rationnel. Quand vous allez sur Internet, vous voyez toutes sortes de théories, fumeuses. On parle d'extraterrestres, de reptiliens, de Nostradamus, de ceci et de cela. Bon, je n'irai pas jusque-là. Et ça peut même nous engager dans des théories complètement farfelues qui n'ont rien à voir avec ce que l'on parle aujourd'hui et qui n'ont aucune application ou aucune réalité par rapport à ce que l'on vit quotidiennement. Donc,
Revenons d'abord sur le terme nouvel ordre mondial. Alors ça, c'est un terme qui, il faut le comprendre, n'est pas une invention. Ce terme a été utilisé et est toujours utilisé plus ou moins avec ces mots-là par notre soi-disant élite intellectuelle. Donc il ne s'agit aucunement de théorie du complot, c'est-à-dire une théorie d'abord, quelque chose qui ne peut pas être démontré, qui voudrait dire et qui voudrait exprimer le fait qu'il y a un complot global contre l'humanité, etc., etc. Non, le terme nouvel ordre mondial est un terme qui est utilisé par nos politiciens. Ce n'est pas une invention de farfelus ou de marginaux ou d'extrémistes. C'est une réalité et ce mot existe. Je me rappelle, et vous le trouverez facilement sur Internet, un discours du père Bush qui utilise, je crois que c'est des années 90-91 peut-être, la guerre du Golfe, qui utilise ce terme de nouvel ordre mondial. C'est un terme que l'on retrouve nouvel ordre séculaire, un terme que l'on retrouve sur le billet de banque de $1 US. Donc c'est loin d'être un terme qui a été imaginé par des farfelus, c'est un terme qui est utilisé couramment par nos politiciens. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'agenda, parce qu'on vient parler d'agenda, des gens qui prônent le nouvel ordre mondial n'est absolument pas caché. Donc, il suffit pour comprendre ce qui se passe de se référer à ce qu'ils disent. Encore là, ce n'est pas non plus une théorie du complot, ce n'est pas d'inventer des choses. Il suffit de lire leurs discours, d'entendre leurs interviews, d'écouter leurs interviews, de voir de ce qui se passe autour de nous, et on voit bien que l'agenda est tout à fait clair. Et en fait, c'est normal. On peut constater que dans l'histoire, toutes les dictatures ont toujours eu un agenda clairement exposé. Pour reprendre l'exemple le plus courant et le plus simple d'Hitler, il est évident qu'Hitler n'a jamais caché ses intentions envers les Juifs. Dans Mein Kampf, c'est clairement exprimé. Dans ses discours, ça a été maintes fois dit avant la guerre, avant 1939. Après 1939, forcément, ça a été dit également. Donc, ces gens-là n'ont pas peur de dire ce qu'ils veulent faire, de dire ce qu'ils pensent, et de dire quel est leur programme. Donc encore une fois, ce n'est même pas la peine d'imaginer des choses qui n'existent pas. Il faut tout simplement se référer à ce qu'eux-mêmes disent sur leur programme. Et donc c'est ce que je présente et ce que je propose de faire avec vous aujourd'hui. Alors, donc pour Hitler, pour revenir un petit peu à Hitler, son programme antisémite est donc largement connu. Il suffisait de lire et ses discours avant la guerre, ce qui n'empêche d'ailleurs que beaucoup de gens ont été surpris. C'est ça le paradoxe, c'est que autant l'agenda a été communément divulgué, accessible à tout le monde, bien qu'il n'y avait pas à l'époque la télé peut-être, ou la radio, enfin la télé plus exactement comme il y a aujourd'hui, ou les chaînes continues comme il y a aujourd'hui, ou l'internet. Néanmoins, n'importe qui d'un peu curieux aurait pu se renseigner. Et pourtant, après la guerre, tout le monde a joué la surprise. Les Alliés ont joué la surprise, les Américains, les Anglais. Ah, on ne savait pas. Bon, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Moi, je pense qu'ils savaient. Et de toute façon, il est clair que ça n'a jamais été un problème pour eux. De même, aujourd'hui, si on peut prendre le cas des islamistes, c'est un sujet qui fait beaucoup parler aujourd'hui en Europe, c'est la même histoire.
C'est-à-dire que si vous allez et vous écoutez certains discours d'islamistes à la fois francophones et anglophones, vous remarquerez que leur agenda est clairement établi. Et leur agenda, c'est ni plus ni moins que d'islamiser les pays occidentaux. Point barre. D'installer la charia et de conquérir le monde par la politique, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par la force dans les siècles précédents. Ils pensent cette fois-ci avoir une bonne chance de le faire par la politique. Donc l'agenda est clairement posé devant nous. On peut en débattre en long et en large, on peut discuter, on peut argumenter ce qu'on veut. Le fait est que l'agenda est clairement posé devant nous. Et il ne faudrait pas que ce qui se passe comme il s'est passé pendant la guerre, où après on se dise, bon, on ne savait pas, on n'avait pas compris, on ne savait pas, on ne pensait pas que ça allait être possible. Ben c'est possible, ça a été possible pendant la guerre que 6 millions de personnes soient massacrées. Et donc c'est possible que ça se répète encore une fois chez nous de différentes façons. Donc c'est possible. En plus, bon, sans vouloir rentrer dans ce genre de choses, mais le Coran lui-même, il y a suffisamment de passages du Coran qui parlent de ces choses-là, donc il ne faut pas non plus arrêter de jouer. Hein. Je pense qu'on a assez de preuves pour montrer que l'islamisme actuel, tel qu'on le voit se manifester en Europe, mais pas qu'en Europe, hein, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Angleterre, bien sûr, n'a pas d'autres ambitions que de prendre le pouvoir dans les pays occidentaux et d'installer la charia. Point barre. C'est mon point de vue et je pense que c'est clair, il ne faut pas tourner autour du pot. Comme je disais donc, le terme, pour revenir au terme nouvel ordre mondial, c'est un terme qui a été utilisé par Bush senior. Vous trouvez ça sur Internet. Ça a été repris par Giscard, par Mitterrand, par Chirac, par Sarko, par Hollande, par Valls. Tout ça, vous le trouverez. Il n'y a pas de secret là-dessus. C'est l'ambition de nos politiciens, j'allais dire de tous bords, mais pratiquement de tous bords, de nous amener vers cette nouvel ordre mondial qui, comme tout ordre nouveau, sera censé nous apporter la paix, la justice sociale, l'amour, etc., etc., pour des siècles et des siècles. Voilà. Alors, en quoi consiste, on va rentrer un peu dans les détails, en quoi consiste ce nouvel ordre mondial? D'abord, il y a le terme nouveau, nouvel ordre mondial. Donc ça implique qu'il y a un ancien. Hein, si on parle de nouveau, c'est qu'il y a un ancien. Si on parle de nouveau franc, c'est qu'il y a un ancien franc. Donc ça veut dire qu'il y a un ancien ordre qu'il va falloir balayer et remplacer par un nouvel ordre, qui bien sûr sera meilleur. Effectivement, c'est le but du jeu, en principe. Donc ce nouvel ordre social, sera politique, économique, juridique. Il touchera tous les aspects de notre vie quotidienne. C'est pour ça que je dis que tout le monde est concerné, comme je disais précédemment. Et ça serait une grave erreur de se dire ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, moi j'ai mon bateau, je pars. Non, je pense que vous trouverez rapidement que ça vous rattrapera. Donc tout le monde est concerné car tous les aspects de notre vie sont concernés. Je pourrais y ajouter la santé, l'éducation, la culture, bien sûr, l'écologie. Tout est inclus dans ce système. Rien n'est laissé au hasard. La religion, bien sûr. Rien n'est laissé au hasard. Sur le plan politique, alors là, on va rentrer dans un gros sujet. Sur le plan politique, ça consiste en quoi? Clairement, ça consiste à l'élimination des États. C'est ce qu'on voit à l'échelle européenne en ce moment. Et c'est ce qui se trame
plus globalement, on est en train de former des blocs, les blocs européens, le bloc nord-américain, sud-américain, et il restera qu'une poignée de blocs qui sera plus facile après de rejoindre les blocs que de rejoindre des centaines de pays. Donc, remplacer les États. Un État, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise un État? Alors, je pense que les gens plus qualifiés que moi pourraient apporter une définition à cela. Moi, je vois un État comme étant essentiellement un pays, c'est-à-dire une terre avec des frontières, un peuple, une langue, des lois, une monnaie et un gouvernement. Un système de gouvernement, quel qu'il soit, peu importe, mais un système de gouvernement. Voilà un peu pour moi, je pense que ce n'est pas une définition qui soit forcément très complète, mais je pense que c'est un bon début. Voilà ce qui caractérise l'État. Donc, le but du jeu, c'est de détruire cet État-là et le remplacer par une entité supérieure, par un État, par une fédération, par un gouvernement mondial, quand on en vient à ça, qui assurera toutes les fonctions d'un État. Donc les États souverains sont appelés à disparaître. C'est déjà la réalité en France aujourd'hui. Vous trouverez aussi de nombreuses vidéos à ce sujet-là, où même certains commissaires européens n'ont pas peur de dire que les États n'existent plus et que tout ça c'est encore une apparence, mais que c'est vide et que c'est eux qui prennent les décisions. Donc je pense que c'est facile à comprendre. Sur le plan politique, c'est ça. Sur le plan politique, c'est donc la fin des États souverains qui seront remplacés par une entité globale, mondiale, qui sera plus à même, suivant leur rhétorique, de gérer les problèmes qui sont des problèmes bien sûr mondiaux. Voilà un peu ce qu'on essaye de nous vendre. Sur le plan social, c'est pareil. Encore une fois, on remplace l'ancien par le nouveau. Donc tout ce qui caractérise notre ancienne société sera appelé à disparaître. C'est important de comprendre ça. Tout ce qui caractérise notre ancienne société sera appelé à disparaître et à être remplacé par autre chose. Sur le plan social, c'est pareil. On voit bien les différentes attaques qu'il y a sur les structures fondamentales ou premières de la société, comme par exemple la famille. Bizarrement, par exemple, il y a aussi des attaques sur un truc qu'on n'avait pas forcément pensé au début, qui est le sexe. En ce sens qu'il y a, depuis des milliers d'années, deux sexes, hommes et femmes. Maintenant, on dit qu'il y en a un troisième. Bon. Et c'est déjà quelque chose qui est pas, c'est pas de la rigolade, ou ce n'est pas fantaisiste, quelques illuminés qui ont pensé à ça en fumant de la moquette. C'est quelque chose qui est très sérieux et qui est soutenu par justement nos instances mondialistes comme l'OMS et les Nations Unies, et qui prône donc l'existence d'un troisième sexe. C'est tellement sérieux que le Canada, sous la direction du Premier ministre Trudeau, se propose même, et a déjà, je crois, mis en place un système par lequel, à la naissance d'un enfant, vous ne pouvez ne pas déclarer son sexe. Donc sur l'acte de naissance, il y aura un N pour neutral, pour neutre, à la place de féminin et masculin, il y aura un N. C'est-à-dire que l'enfant est né neutre. Voilà. Et c'est éventuellement plus tard à lui de décider s'il est garçon ou s'il est fille. Alors ça laisse rêveur, mais néanmoins c'est extrêmement sérieux.
et c'est quelque chose qui ne va pas manquer de faire des émules et que l'on va certainement voir arriver en France un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur le sexe. Je vais peut-être y revenir, on pense qu'on y reviendra un peu plus loin, un peu plus tard dans la vidéo, mais il y a cette histoire aussi de pédophilie qui est très très caractéristique. On voit les nouvelles lois Chiappa et autres, et on est en passe, je pense, la finalité de tout ça, ou une des finalités de tout ça, ça sera de faire que la pédophilie devient une orientation sexuelle. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est plus ou moins condamné, plus ou moins pénalement, je veux dire, c'est plus ou moins fait l'objet de poursuites pénales, mais qu'éventuellement, ça sera reconnu comme une orientation sexuelle. C'est-à-dire que ça ne sera plus criminalisé du tout, et ça sera comme, comme les gays, hein, les LGBT, d'ailleurs il y a des lettres qui s'ajoutent aussi à ça bientôt, en disant que c'est tout à fait légitime, et puis pourquoi pas, si ça nous fait du bien, pourquoi pas. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui se passe. Et je pense que ce que l'on voit en ce moment, donc avec, j'allais dire l'abaissement, mais c'est même plus l'abaissement, c'est l'annulation de tout ce qui est âge de référence par rapport au sexe, âge minimal, pour le consentement sexuel, donc la loi Chiappa, on voit bien qu'il y a une érosion phénoménale de ce côté-là, et que tout, une fois de plus, qui était de l'ancien système est en train de disparaître. Je crois aussi que l'on s'engage vers une légalisation plus ou moins avancée des drogues. Commençons par les drogues douces, bien sûr, mais qu'on s'achemine vers une société qui sera droguée, en grande partie. Il y aura alors, ça peut être des drogues légales, hein, ça peut être des médicaments prescrits, mais on va vers une société qui sera quelque part besoin d'échappatoire sur la pression de toutes ces choses-là, et qu'il y aura une légalisation massive, d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays européens déjà, de drogue. Et c'est intéressant d'ailleurs que de voir qu'en grec, le terme pharmakia est à l'origine de notre mot pour la pharmacie, hein, mais ça parle de drogue en fait. Alors nous avons vu un peu sur le plan social, alors on voit maintenant sur le plan aussi culturel, on va dire. On voit qu'il y a une classe dirigeante qui monopolise le pouvoir, la pensée, et on est rentré vraiment très très largement ces dernières années dans le politiquement correct. Les émissions de télé ne reçoivent que certaines personnes, d'autres sont tout à fait exclues des émissions de télé, car leur discours est vu comme incorrect, comme non acceptable dans notre monde moderne. Après, chacun a droit à ses idées, plus ou moins farfelues peut-être pour certains, néanmoins l'expression doit être assurée. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il y a une porosité énorme entre le monde politique et le monde de la culture, des arts, de la télévision, etc., etc. Une porosité qui est énorme. Et ce serait intéressant de dresser la liste de politiciens qui sont soit mariés, soit en couple, entre guillemets, avec des journalistes, des cinéastes, et ceci et cela. Et on verra que c'est pratiquement le même groupe de personnes dont on parle, et que tout ça assure ce politiquement correct de la pensée. On voit très bien dans nos journaux télévisés l'angle que prennent certains journalistes, pour ne pas dire la plupart, quand ils commentent des événements qui se passent aux États-Unis ou en Russie, ou même en France forcément, ou en Europe en général,
on voit bien le ton qui est pris et les commentaires qui sont faits, qui imposent au public ce politiquement correct et ses idées préconçues sur un gouvernement étranger ou un leader étranger, etc., etc. Donc tout ça, c'est quand même assez regrettable parce que ça montre bien que, une fois de plus, nous ne sommes plus en démocratie et nous sommes victimes d'une propagande qui est habilement orchestrée et qui imprègne toutes les couches de la société et qui nous est bombardée nuit et jour par la télévision. Dans les films, c'est pareil. Tout ce qui est film, téléfilm, que ce soit américain ou français, peu importe. Mais il y a un politiquement correct qui se dégage de tout ça, c'est assez phénoménal. Quand on analyse bien ces films, même dans les détails les plus simples. Sur le plan économique, et le temps passe, il est déjà une demi-heure, on assiste à un libéralisme absolu. Libéralisme absolu qui se caractérise très facilement parce qu'on voit le même schéma se répéter partout, dans différents pays du monde. J'ai un peu voyagé, j'ai eu l'opportunité d'observer les développements dans certains pays. Et on se rend compte que partout la même tendance est suivie. La première tendance est la réduction des services publics. Alors en France, on est en plein dedans. Macron est bien sûr un pion majeur dans ce phénomène, hein, bien sûr sous les ordres de la Commission européenne, pour démanteler les services publics. Et il faut s'attendre, dans les années qui vont arriver, à moins en moins de services publics. C'est déjà le cas. Moi, dans le village où je suis actuellement, il n'y a plus de poste depuis des années. Bon, la mairie a ouvert une annexe. Bon, bref. Mais je pense qu'il suffit bien de voir, et tout le monde peut bien se rendre compte, que la proximité des services publics est en diminution, que la qualité est en diminution, l'accessibilité est en diminution, et que l'on va vers une fin programmée des services publics. La SNCF, un exemple d'actualité, bon, la grève on n'en parle plus parce que maintenant il y a eu les vacances, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu l'affaire Benalla, il y a eu toutes sortes de choses qui ont fait qu'on ne parle plus de la SNCF. Je ne sais même plus où on en est d'ailleurs à ce niveau-là, je ne sais même plus s'ils sont toujours en grève ou pas en grève, est-ce que c'est passé, pas passé, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est évident, parce qu'il faut aussi être clair, que la nouvelle loi, même s'il y a peut-être besoin de réformes dans la SNCF, néanmoins, il est clair que la loi, les propositions actuelles vont inévitablement aller dans le sens de la privatisation de la SNCF. C'est évident. Et à ce titre-là, les cheminots ont raison d'être inquiets, parce qu'ils vont être privatisés. Point barre. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ça prendra 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe. Mais ça se fera, plus ou moins, à un moment ou à un autre. La santé, c'est pareil. On peut imaginer cette privatisation a affecté tous les domaines de notre vie, jusqu'à l'éducation, jusqu'à la sécurité. Ça, c'est un domaine qui est pour l'instant pas très encore fort en France. On voit déjà qu'il y a des compagnies privées qui ont été mandatées pour tout ce qui est sécurité routière, entre guillemets, donc mettre des PV aux gens. C'est une boîte privée avec des véhicules banalisés, des caméras et tout le système, et c'est une boîte privée. On peut s'imaginer à terme une privatisation de certaines fonctions de la police, de la gendarmerie. Les Américains ont fait appel à des boîtes privées de sous-traitants, contracteurs, comme ils appelaient ça, en Irak, très très largement, pendant les différentes la guerres d'Irak, certainement encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc on s'achemine sûrement, progressivement mais sûrement, vers une privatisation pratiquement totale
de tout ce qui est service public. Avec ça, forcément, ça va engendrer une différence dans les coûts, parce qu'une boîte privée ne travaille pas pour rien. Une boîte privée a des actionnaires. Ces actionnaires n'investissent pas pour rien, pour le plaisir, ils investissent pour un retour. Donc une boîte privée travaille forcément dans le but de faire du profit, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, à condition que ça ne soit pas au détriment du client. On voit en Angleterre ce que la privatisation des chemins de fer a fait. Hein, c'était une catastrophe. Et se rend compte aujourd'hui, il est même question qu'ils renationalisent une partie des chemins de fer. Donc ça montre à quel point la France est en retard. Les prestations sociales. La rentrée s'annonce chaude. Et je pense que M. Macron nous réserve des surprises par rapport aux prestations sociales et ça va forcément aller à la baisse, ce qui est aussi bien sûr l'optique de la Commission européenne et fait partie des demandes de la Commission européenne. Donc prestations sociales, allocations chômage, tout ça, ça va être réduit, maquillé bien sûr, habilement, plus ou moins, mais on va vers des réductions. Les retraites. Les retraites, c'est pareil. C'est aussi un point qui a été soulevé par la Commission européenne dans différentes communiqués, différents rapports. On voit par exemple ce qui se passe en Grèce. Alors les Français ne sont peut-être pas suffisamment renseignés sur ce sujet-là, mais je vous inviterai à vous renseigner un peu, de voir ce qui se passe en Grèce. On nous dit que la Grèce est enfin sortie de la surveillance de la Troïka. Que tant de milliards, j'oublie le nombre de milliards, ont été déversés dans l'économie grecque. Je pense que le grec de base, qui va retrouver sa retraite coupée encore au 1er janvier 2019, ne le verra pas comme ça. Il est clair, et d'ailleurs j'ai suivi quelques émissions à la télé où les commentateurs ont plus ou moins ouvertement admis que le renflouement de la Grèce servait essentiellement à renflouer les banques, notamment les banques européennes, des banques françaises, des banques allemandes, qui étaient en passe de perdre de l'argent, ou qui avaient perdu de l'argent dans cette affaire grecque. Donc les retraites des Grecs vont être coupées encore, jusqu'à près de, je crois, 50% de ce qu'elles étaient avant la crise. Donc je ne sais pas comment ils font pour survivre. Je ne vois pas comment en France, des millions de gens vont se retrouver si on coupait la moitié des retraites. Donc tout ça, c'est planifié, ça va nous arriver à un moment ou à un autre. La privatisation, ça sert à quoi? Ça sert à faire que des sociétés privées, avec des fonds d'investissement derrière, hein, c'est pas le petit investisseur avec ses quelques milliers d'euros dont on parle là, hein. On parle de fonds de pension, on parle de grandes banques, et ils vont s'accaparer la richesse nationale, car le service public, c'est des choses qui a été créées avec l'argent du contribuable, je dirais depuis des années, voire même des siècles, avec l'argent des fonds publics, donc du peuple. Et tout cela, ils veulent mettre la main dessus, se l'accaparer, de façon à générer des profits. On voit à quel point, par exemple, les communes sont obligées de vendre pour pouvoir survivre, vendre des biens, des terrains, des forêts. On voit par exemple à quel point il y a, en ce moment, j'ai vu passer aussi des documents sur la privatisation des barrages de l'EDF. Donc toute notre infrastructure est en train d'être privatisée. Les autoroutes, c'est pas nouveau. Tout ça, bien sûr, dans le but de mettre entre les mains de banques et de fonds d'investissement des biens qui sont déjà financés par l'argent public, mais dont le profit serait accaparé par eux. Alors, évidemment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que si on arrive à un point où il n'y a plus de service public,
ou très peu. Il y aura un embryon peut-être de la défense, de la police, gendarmerie, de la santé, peut-être l'éducation encore aussi, parce qu'ils y tiennent. Il y aura des embryons qui seront encore plus ou moins services publics, le reste sera privatisé. Si on n'a plus de service public, on peut se demander mais à quoi sert l'État? Parce qu'il y aura moins de fonctionnaires, forcément. Il y aura moins de gestion, forcément, à faire. Le volume sera beaucoup moindre. Hein. Donc il y aura moins de gestion à faire, moins de fonctionnaires. Et à la limite, à quoi servira l'État? Donc on peut se débarrasser aussi de l'État. On peut se débarrasser du gouvernement, des ministres, il y en aura moins. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en fin de compte, c'est un autre élément qui remet en cause l'existence même de l'État. Si l'État n'a plus rien à gérer, il sert à quoi? Voilà. Donc il y a cet élément-là qui est peut-être un petit peu caché derrière tout ça. Mais je pense que toute cette privatisation remet en cause l'existence même de l'État. On verra. Et bien sûr, toute cette gestion sera maintenant sous-traitée. Et les ministres ne feront que gérer les différentes sous-traitances. Voilà, vraiment que ce soit eux qui les gèrent. Je ne sais pas qui va gérer qui, mais ça sera un petit peu ça. Et ça sera entre les mains d'une poignée de technocrates à un niveau supranational, bien sûr, et de gens qui n'ont aucun concept de ce qu'est la vie quotidienne des gens. Donc nous allons vers une forme de communisme, en quelque sorte, où les biens, la richesse sera gérée par l'État et par cette entité supranationale. Les biens privés seront mis à mal. Propriété privée, tout ça, ça sera mis à mal, sera taxé, sera ceci, sera cela, on voit déjà. Hein, et il y aura une attaque, il y a déjà une attaque déterminée contre tout ce qui est propriété privée. L'exemple intéressant, c'est la voiture. On nous rend vraiment la vie compliquée avec ça, avec la voiture. On fait tout pour nous dégoûter des voitures. Que ce soit le prix du carburant, le prix des autoroutes, les différentes vignettes concernant la qualité de l'air, et bon, bref. Les contrôles techniques qui se renforcent. Quelque chose d'aussi simple, d'aussi banal que la voiture, qui est quand même un signe d'autonomie, voire d'indépendance même de l'individu, de sa propriété, de ses valeurs et de sa liberté, est vraiment mise à mal. Et c'est pas fini, hein. On peut s'attendre. Ça dure, les premières vignettes ont été créées par Giscard à l'époque, donc je me rappelle. Et depuis, on s'en est pas débarrassé. Et on va continuer à nous taxer pour ceci, pour cela. Ça va pas finir. Et nous allons, bien sûr, il y a l'autre sujet dans lequel je n'ai pas parlé, c'est la monnaie. Hein. Alors là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire sur la monnaie, mais il est évident que l'on s'approche aussi vers une dématérialisation de la monnaie. Là, encore une fois, on veut nous dégoûter de l'argent liquide. On met des petites pièces de 1 centime d'euro, même 10 centimes d'euros, 5 centimes d'euros. Plus c'est petit, plus c'est embêtant et plus ça dégoûte les gens. Et l'idée qui n'a jamais été non plus cachée et qui va être appliquée avec plus ou moins de détermination, ça sera bien sûr une dématérialisation complète de l'argent sous forme de cette fameuse puce RFID. Là encore, il ne faut pas penser à la légère. C'est un système qui existe. D'ailleurs, j'ai vu à la télévision il n'y a pas très longtemps un reportage là-dessus. Je crois que c'était en Suède ou en Norvège, dans un pays nordique, où il y avait déjà certaines personnes qui avaient la puce. Ils s'en servaient pour rentrer dans leur bureau, pour faire leurs achats, rentrer à la maison. Et donc, c'était formidable, c'était génial, c'était vraiment tout ce qu'il y avait de mieux, quoi. Donc, c'est nickel. Et donc progressivement, on nous prépare à cette idée-là.
et ça va être quelque chose qui va vous tomber dessus au moment ou à un autre. Bon, je vais arrêter là pour le premier épisode. Donc, je vais poster ça et je vous demande de commenter, de liker si vous likez. Si vous avez aimé, de commenter. Je essaierai de répondre à tous vos commentaires dans les meilleurs délais. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour le deuxième épisode. Je vous remercie. Au revoir.